Bonjour et bienvenue dans Face à vous et face à moi, Gisèle Horry, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'État socialiste neuchâteloise et on va commencer cette interview par manifestement le sujet qui passionne la Suisse romande entière, votre retrait. C'est quand même triste de commencer une interview là-dessus. Vous quittez le département de la santé, c'était pour préserver la vôtre? Ben, oui, en somme, mais c'est aussi surtout parce que j'ai l'impression d'avoir fini un cycle. J'ai travaillé maintenant depuis 17 ans dans le domaine de la politique. J'ai dû concilier, comme beaucoup de femmes, la vie familiale, la vie professionnelle et la vie politique. Et puis ça m'a fait des semaines en moyenne de 70 heures. Ouais. Et puis tout à coup, à un moment donné, je me suis dit, mais et puis la vie en général, la vie qu'on a envie de vivre, le plaisir de voir les enfants, le plaisir de sortir, le plaisir d'avoir des activités, des loisirs, et tout ça, ça m'a manqué. Et puis je me suis dit, je crois que là, c'est le moment, il faut changer d'orientation. On a eu des commentaires assez durs, des gens qui disaient que vous fuyiez. Comme s'il fallait rester, une fois qu'on était politicienne, comme s'il fallait rester politicienne toute la vie, et sinon c'était une fuite. C'est bizarre. Ouais. Oui, alors je n'ai pas vu ce commentaire, je ne le comprends pas, je dois dire, je ne vois pas ce que je fuirais, effectivement. Donc je suis bien dans mon département maintenant, on a un conseil d'État qui fonctionne bien maintenant depuis quelque temps, et puis par conséquent, ce serait un plaisir de pouvoir y rester, mais je crois que j'avais fait un peu le tour, et puis j'avais envie de faire autre chose. C'est vrai que vous êtes jeune, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais d'autres politiciens suisses à votre âge commencent une belle carrière. Hein. Il y en a qui commencent à cet âge-là. Alors c'est difficile de commencer une carrière à cet âge-là. Moi j'ai déjà l'impression que les femmes commencent leur carrière beaucoup plus tard que les hommes, parce qu'il faut déjà avoir laissé grandir un peu les enfants pour qu'ils soient un peu indépendants, puis qu'ils puissent rester tout seuls à la maison de temps en temps. C'était en tout cas mon cas, donc j'ai commencé ma carrière assez tard, à 40 ans. Et puis maintenant, voilà, maintenant je commence une nouvelle carrière familiale. J'espère que je vais avoir des petits-enfants. Ouais. Et ça, ce sera du travail. J'espère. Ouais. Vous allez faire quoi alors? Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de pouvoir travailler dans des domaines où je peux donner toute mon activité pendant longtemps sur le même thème, sans sauter d'une séance à l'autre toute la journée. Et puis, je vais me consacrer à la recherche dans le domaine des sciences politiques, puisque c'était la base, puisque j'ai déjà fait de la recherche dans les sciences politiques au départ de ma carrière, entre 22 et 30 ans à peu près. Ouais. Et puis, le domaine qui me passionne, ça reste la santé, ça reste la politique de la santé, et puis plus particulièrement toutes ces questions de maîtrise des coûts, d'assurance maladie. Est-ce que la politique neuchâteloise n'est pas plus fatigante que la politique d'un autre canton ou d'une autre ville? Non, je pense que la politique en général est fatigante. Oui. À Neuchâtel, pas en particulier. Pas particulièrement la politique neuchâteloise. On était quand même dans une période il y a une année ou deux où il y avait scandale sur scandale, histoire sur histoire, affaire sur affaire. On a eu effectivement, on a eu une mauvaise période avec une conjonction de personnes qui ne s'entendaient pas, qui ont semé un peu le trouble quand même, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, je crois qu'on est sorti du tunnel, je crois que la situation s'est remise, les gens s'entendent bien. Mais ça ne vous a pas épuisé, ça? C'était pénible, je ne vais pas vous dire le contraire, mais malheureusement, je crains que le canton de Neuchâtel ne soit pas le seul qui ait vécu ce genre de situation. On voit d'autres cantons où des conseillers d'État ont été éjectés en cours de mandat, et ça, c'est toujours des moments difficiles à traverser pour l'ensemble du collège du Conseil d'État. Quand c'est le cas, vous gardez quel genre de contact avec vos anciens collègues? Alors, en l'occurrence, j'ai plus beaucoup de contact avec mon ancien collègue, mais c'est peut-être par hasard, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Il ne vous fait pas la gueule? Je ne crois pas, j'espère que non. Vous vous êtes cherché sur Google, évidemment, déjà. Hein. Cherchez votre nom sur Google. Oui, ça m'est arrivé, mais ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps. D'accord. Alors, vous le referez parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a évidemment les résultats, mais en plus de ça, il y a les suggestions de recherche. C'est-à-dire qu'on voit ce que les gens recherchent habituellement à votre sujet. Ah, d'accord. Et à votre avis, quand on tape maintenant Gisèle Horry, qu'est-ce qu'on nous propose tout de suite de rechercher? Qu'est-ce que les gens recherchent beaucoup juste après votre nom? Alors ça sera une surprise, si vous me le dites. Gisèle Horry s'explique enfin. S'explique. Oui. Explication. Les gens ont envie d'explication. Alors c'est probablement avec ce retrait, vous avez annoncé votre retrait sans forcément expliquer. Oui. Et il y a eu une sorte de psychodrame, les gens voulaient enfin vous voir. Puis ensuite vous vous êtes expliqué et il y avait beaucoup d'émotions. Oui. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe là derrière? Donc vous ne nous cachez rien, c'est ça qu'il faut dire maintenant. Alors j'ai rien de particulier à cacher, effectivement. Je crois que j'ai toujours été transparente dans le domaine politique et je pense que c'est même nécessaire de l'être parce qu'il faut
qu'on garde ce contact avec la population. Et puis le contact avec la population, ben, c'est notre transparence, c'est la capacité qu'on a de dire ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller, pourquoi on le fait, etc. Parlons un petit peu de la santé. Vous nous l'avez dit, c'est votre dada, si on peut dire ça ainsi. La santé qui est quand même face à de nombreux défis. La crise économique est passée par là. Oui. Et quand il faut économiser dans la santé, on n'est toujours pas loin du psychodrame. Hein. Oui. C'est particulièrement compliqué. On est à un moment charnière. Bon. Alors, ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'on aura des difficultés dans le domaine de la santé parce qu'on a un système de financement de l'assurance maladie en Suisse qui aura une limite, en ce sens qu'on a un financement par tête. Ça veut dire que tous les habitants payent le même prix pour leur assurance maladie, enfin une même prime pour l'assurance maladie, qui n'est pas fonction de leurs revenus, si bien que les primes augmentant régulièrement, eh bien, un certain nombre de familles aujourd'hui sont dans la difficulté pour payer leurs primes. On aide à peu près 35% de la population suisse à payer sa prime aujourd'hui, donc c'est quand même énorme, mais ça doit quand même conduire à une réflexion. Les chiffres du canton de Vaud disaient 190 000 personnes qui sont aidées pour payer leur assurance maladie. Rien que le canton de Vaud, c'est effectivement à peu près un tiers. C'est à peu près un tiers de la population, donc on voit qu'on a déjà là un gros problème. Et puis les coûts de la santé augmentent régulièrement et toujours, et même si on fait des efforts énormes d'économie, de maîtrise des coûts, malheureusement, ces coûts continueront d'augmenter parce que d'une part, on a une population qui vieillit, donc il y a besoin de plus en plus de soins, et d'autre part, un côté positif, c'est l'amélioration de la technologie. On doit acheter des nouvelles machines, on doit les amortir, on doit mettre en place des nouvelles techniques innovantes dans les hôpitaux, etc. On peut soigner de plus en plus de maladies. Donc, souvent, quelques maladies deviennent chroniques, il faut les soigner sur la durée, etc. Donc tout ça, on dépense de plus en plus et il faut économiser de plus en plus. En gros, on va droit dans le mur, c'est ce que vous nous expliquez. Alors, on essaie de compenser avec une augmentation de l'efficience, mais c'est vrai, à long terme, on ne peut pas aller comme ça pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Réaliser qu'il faut dépenser plus d'argent dans la santé, se dire la santé, certes, c'est cher, mais ça en vaut la peine? Alors ça, c'est certain. La santé, c'est cher, ça en vaut la peine. Le système de santé suisse est un des meilleurs du monde, aussi un des plus chers du monde, mais c'est aussi parce qu'on a voulu une médecine libérale où chacun peut choisir son médecin, où chacun a droit à toutes les prestations, quel que soit son niveau financier, quelles que soient les difficultés de santé qu'il a. Donc ça a un prix, ça a un coût. Je crois que c'est très, très important de pouvoir offrir cette très haute qualité de médecine à notre population, mais il faut bien se rendre compte que si on veut augmenter toujours ce niveau de qualité, si on veut soigner de plus en plus de maladies, si on veut continuer à faire de la recherche, etc., il faudra mettre de l'argent. Donc vraisemblablement, le système de financement qu'on a aujourd'hui a une limite et on devra trouver un autre système de financement. Donc ce sera la fin de l'assurance maladie? En tout cas, telle qu'on la connaît aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle puisse durer encore des années et des années. Et là, je vous entends nous parler de la caisse unique, non? Alors, la caisse unique, c'est évidemment une des pistes qu'on peut éprouver. Donc là, je pense que ce serait très intéressant de voir quelles seraient toutes les conséquences de la caisse unique, de son application, comment elle pourrait être mise en place, quels seraient ses avantages et ses inconvénients. On vous sent un peu frileuse. C'est le moment de faire ce genre de recherche. D'accord, d'accord. Oui, mais ce n'est pas un risque alors? Parce qu'on entend beaucoup de voix aussi s'élever contre cette assurance unique qui nous font peur avec cette assurance unique. Tout à fait. Alors, peut-être que l'argument un peu facile que vous pourriez sortir est de dire ces gens-là sont payés par le lobby des assurances maladie qui ont intérêt, certes, mais il n'y a probablement pas que le lobby qui est contre, non? Alors, moi, je ne peux pas dire d'emblée, c'est la meilleure solution, c'est la solution géniale, il faut vraiment faire ça. Parce que quand on creuse les problèmes, on voit qu'il y a toute une série de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, etc. Par exemple? Moi, je pense que la concurrence qu'on a à l'heure actuelle entre les caisses peut être un facteur d'influence positif sur les coûts, mais évidemment, ça a aussi un effet parce qu'on a de nombreux assureurs qui sont des lobbyistes et qui, au niveau du Parlement, déterminent aussi ce qu'ils veulent, comment ils le veulent, etc. Donc, on voit que... À ce point-là, ils télécommandent un peu la politique suisse. Ils ont une très grande influence sur la politique suisse, en particulier sur les commissions santé du Conseil des États et du Conseil national. Oui. C'est vrai qu'on les voit rôder dans les pas perdus. Hein. Ils sont là. Ils ont leur badge, ils ne se cachent pas, ils sont là. Ils sont là. Alors quand ils défendent des mesures d'économie qui sont nécessaires pour eux et pour la population générale, alors là je suis de leur côté aussi, évidemment. Je pense que c'est très bien qu'il faut qu'on cherche ensemble la meilleure manière, la plus efficiente en fait, hein, d'offrir des prestations de santé. Mais quand ils sont là pour défendre les intérêts même des assurances, alors ça peut se discuter un peu. Et puis dans ce genre de cas, on se dit, mais là, on aimerait bien quand même avoir une caisse unique. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au fond de la problématique de la caisse unique et puis qu'on en examine tous les volets, puis qu'on puisse ensuite proposer un modèle de caisse unique ou de caisse peut-être semi-unique, enfin, à voir encore
qui pourrait nous apporter tous les avantages et presque pas d'inconvénients si possible. Vous avez été au contact de ces lobbies, vous étiez à Berne, vous les avez Oui. croisés dans les pas perdus. Ils essayaient quand même de vous convaincre? Alors Ou ils vont oui, toujours bien vers les sûr, mêmes? bien sûr. Il y a des lobbyistes, si vous voulez, qui sont là parce qu'ils font déjà partie des conseils d'administration, des assurances, etc. Donc eux, ils ont écrit sur le front, en somme, pour qui ils vont se battre. Ce n'est pas le cas de tous les députés, évidemment, et dans un certain nombre de cas, on pouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, entendre les revendications des assureurs maladie. Dans d'autres cas, ça paraissait plus difficile. Souvent, il y avait des intérêts qui étaient opposés, au fond, entre l'intérêt du patient, l'intérêt de l'assureur, l'intérêt de la grande pharma, par exemple, ou l'intérêt des cantons, qui sont les payeurs dans de nombreux cas. Oui, oui. Vous avez été la porte-parole de Ruth Dreifuss. Elle aussi, on l'a beaucoup entendue sur cette thématique de la santé. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, Ruth Dreifuss? Alors, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec Ruth Dreifuss, et puis c'est certainement elle qui m'a introduit aussi dans ce domaine de l'assurance maladie et puis des prestations de santé à la population. Je crois qu'elle tenait vraiment à ce qu'on ait une santé qui reste ouverte, accessible à toute la population. Et ça, je crois que c'est vraiment le message de base. On a voulu une santé où on garde une vraie grande solidarité entre les personnes âgées et les plus jeunes, entre les hommes et les femmes, entre les bien portants et les malades. Et c'est, je crois, ce message-là qu'elle a cherché à faire passer dans toutes les occasions. Et vous êtes sa descendance, Ruth Dreifuss bis, Ruth Dreifuss de comeback? Malheureusement pas bis, mais oui, bien sûr, j'ai beaucoup appris d'elle et je me situe sur la même ligne qu'elle a défendue à l'époque. On parlait de vos passions parce qu'on discutait de ce que vous alliez quitter, enfin surtout ce que vous alliez faire après la politique. Et j'ai découvert parmi vos passions le vol à voile. Alors on regarde une petite vidéo qui va nous apaiser. J'ai fait un peu de voltige. C'est vrai, vous faites de la voltige? Plus maintenant, mais j'en ai fait un peu, oui, oui, tout à fait. C'est risqué ça, non? C'est sportif, on va dire. Ouais. C'était à une époque où j'avais vraiment pas du tout peur pour ma santé. D'accord. Et où j'avais vraiment le sentiment que tout était possible, qu'on pouvait tout faire. Alors il paraît, et là vous allez me dire si c'est vrai, que le secret de la voltige, surtout dans les planeurs, c'est la lenteur. C'est de surtout pas réagir trop brusquement, c'est de ne pas surréagir. C'est vrai? Alors oui, effectivement, on est toujours dans la réaction, je dirais, dans la finesse. Parce que c'est des outils qui sont très fins, hein, donc qui réagissent très fort. Donc si on commence à donner des grands coups de manche à droite et à gauche, c'est sûr que ça va être de la voltige, mais pas celle que vous vouliez. Et c'est exactement le secret de la politique aussi, ne jamais surréagir, non? Oui, effectivement. C'est aussi un manche qui peut faire de grandes choses, hein, la politique. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut essayer d'éviter les réactions émotionnelles, les réactions du tac au tac, etc. J'ai toujours essayé de toujours aplanir les choses et puis de reprendre à la base, puis de dire maintenant on fait quoi avec ça? Les cartes qu'on a en main, c'est quoi et comment on peut agir avec ça? Le problème, c'est qu'un planeur entre 2 FA18, il se fait manger. Oui. C'est pas aussi un peu votre histoire, ça? Vous n'avez pas côtoyé des FA18 dans la politique de Châtelloise? Alors, certainement des gens qui faisaient de la politique d'une manière très différente de celle que je voulais faire moi. Ça, c'est sûr. Des personnes qui ont beaucoup utilisé les médias, qui ont été très, très présentes dans les médias. Et puis moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus discret. Je crains que ce soit le cas de beaucoup de femmes aussi, d'ailleurs. Je pense que ce n'est pas un hasard, en fait. Et on ne saura jamais vraiment pourquoi, voilà. Parce qu'elles sont souvent beaucoup plus brillantes devant les caméras, mais effectivement, elles ont plus de peine et de peur à y aller. Alors moi, vous avez une explication là-dessus? Je n'ai pas le sentiment qu'on ait eu plus de peine ou de peur, ou que j'ai eu plus de peine ou de peur à y aller, mais j'ai vraiment eu le sentiment que, en particulier à Berne, au Parlement, que les journalistes avaient quelques personnes. Ah, c'est de la faute des journalistes. Voilà, qui étaient leur référence à quelque part, puis c'était extrêmement difficile de s'introduire dans ces références-là. D'accord. Et que malheureusement, c'est souvent quelques ténors, présidents de parti, etc., qui tiennent le haut du pavé, et puis c'est vraiment difficile d'entrer. Alors si on n'est pas... il faut sauter derrière la caméra, derrière la star pour se faire entendre. Voilà, c'est difficile de se faire entendre. Oui, alors je me plains pas trop, hein. Je pense que j'ai eu la présence
une présence médiatique à peu près normale, je dirais. Hein, oui. mais quand même, par rapport à ceux dont je voyais qu'ils faisaient des coups médiatiques, alors ce n'était pas du tout mon style. Et puis, moi, je pense qu'il y a certains médias qui aiment les coups médiatiques. Oui, et puis il y a une certaine population qui aime aussi les coups médiatiques et qui vont regarder les médias et qui vont se dire « Ah ben voici un politicien actif », puisque je le vois souvent chez Rochebain le soir. C'est possible. Oui. C'est possible que... Ça pourrait vous amener des désillusions. À vous, l'amatrice de vol à voile. Voilà, alors moi, j'aime pas du tout les coups médiatiques. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Ça, c'est de la politique spectacle, c'est pas de la construction. Or, ce que j'ai voulu faire en politique, c'était de construire petit à petit, brique par brique, avec les gens sur le terrain, en essayant de trouver des consensus, en essayant de trouver la solution qui conviendrait à la majorité, etc. Et j'ai pu construire ces consensus et j'ai pu construire ces projets. Et c'est vrai que c'est assez décevant à la fin de voir qu'il n'y a pas une ligne dans les médias sur les projets qui ont été menés ou que ça n'intéresse personne parce que ce n'est pas conflictuel ou parce que ça ne pose pas de problème, Parce etc. que vous n'avez pas ramené de pierre de l'étranger. Voilà le secret, si vous voulez qu'on parle un petit peu de vous. Bon, plus sérieusement, vous nous parliez de Ruth Dreifuss qui était un peu votre modèle. Oui. Vous pensez que vous avez quelqu'un qui va prendre votre suite? Vous avez une jeune politicienne, un jeune politicien qui vous suit beaucoup en ce moment et qui pourrait reprendre votre travail? Alors, on a de la relève, ça c'est sûr. On a de la relève. On a une ou deux jeunes femmes à Neuchâtel au PS qui sont pleines d'avenir, ça j'en suis sûre, qui sont peut-être encore un tout petit peu jeunes maintenant, mais qui vont faire certainement une belle carrière politique. D'accord. Donc dans l'immédiat, il n'y a pas de Gisèle Horry bis. Dans l'immédiat, vous ne pouvez pas nous en désigner une qui va reprendre la relève. Pas dans l'immédiat, c'est bien la grande difficulté, effectivement. Oui, c'est d'assurer toujours la relève. Et puis dans tous les partis, dans tous les cantons, même évidemment c'est plus grave dans les petits cantons que dans les grands, assurer la relève, c'est pas simple aujourd'hui parce que quand on voit ce que la vie politique nous réserve, ça fait pas forcément envie à tout le monde. Et quand on vous voit partir, on n'a pas non plus tellement envie de vous y mettre. Hein, parce que vous n'avez pas l'air de partir très épanoui par ce monde politique. Alors, je dirais que j'ai une vision très variée du monde politique, en ce sens que j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai été à l'exécutif communal, j'ai été au Grand Conseil ensuite, puis ensuite au Conseil des États, et puis maintenant au Conseil d'État. Et je dirais que... Vous avez cherché longtemps votre bonheur. Alors, mon plus grand bonheur, ce dont je me rappelle avec la plus grande joie dans ma carrière politique, c'est l'année que j'ai fait à la présidence du Grand Conseil. D'accord. C'était une année magnifique parce que c'est une année où justement le président du Grand Conseil est là pour essayer de trouver le consensus entre les différents partis. Et il est intouchable. Ouais, on ne va pas s'attaquer au président du Grand Conseil quand même. En général, il est assez intouchable, effectivement. Et puis en plus, on a un contact direct avec la population qui est magnifique. Parce qu'on est invité toutes les semaines, 3 à 4 fois, dans des assemblées générales d'organisations, d'associations, des inaugurations, etc. Et chaque fois, on est là pour prendre conscience, au fond, pour avaliser le fait qu'on a tellement d'activités, tellement de dynamisme dans la région, dans le canton, etc., de voir en fait tout ce que toutes ces personnes font, souvent de manière bénévole, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Ouais. Sur la santé, quelles seront vos dernières recommandations avant de quitter votre département et de le laisser dans les mains d'une autre ou d'un autre? Alors, je ne me permettrai pas de faire des recommandations parce que c'est un domaine qui est très difficile. C'est connu dans tous les cantons que le domaine de la santé est très difficile parce qu'il est très émotionnel. Et je crois qu'il faut continuer en fait un peu le projet qu'on a commencé, à savoir la réforme hospitalière, qui est un des éléments importants. Mais ce n'est pas le seul élément et peut-être que ce n'est pas celui qui a le plus d'influence sur la population. C'est pour ça que... Pourtant, c'est le plus émotionnel. C'est le plus émotionnel, c'est celui qu'on voit tout le temps dans les journaux parce que chaque fois qu'on dit on va fermer un bloc opératoire ou on va changer un médecin de place, etc., tout de suite, ça donne... une manif. Voilà, c'est une manif, c'est de la mousse, c'est tout ça. Alors qu'au niveau de la santé en général, ce n'est pas sûr que ce soit là qu'on fasse vraiment qu'on ait la plus grande influence sur les prestations de la population. C'est plus sur l'argent, en fait, qu'on est en train d'avoir une santé qui pourrait se détériorer. Alors, si on n'y consacre plus l'argent dont on a besoin pour maintenir le niveau des prestations actuelles, oui, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un très grand consensus politique quasi général, pas tout à fait général, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui essayent de toucher au catalogue des prestations, donc de diminuer le nombre de prestations offertes par l'assurance de base. Mais à part ces tentatives-là, je dirais qu'il y a un large consensus pour dire qu'on doit offrir à la population le maximum de prestations possibles, en somme que chacun a le même droit à la vie et à la santé. Et puis vous lui direz bonne chance.
Bien sûr. à votre successeur. Bonne chance. Bien sûr, Je m'en bonne vais. chance. Gisèle Horry, merci beaucoup d'être venue. Merci aussi.